Merci à vous tous d'être là. Je fais une petite présentation dans le sens inverse. Donc, Sophie Bramley, photographe. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être ici. À vous tous aussi, Nicolas Xelet, artiste et journaliste, ou comment veux-tu que je te présente, archiviste en chef, archiviste aujourd'hui. François Gautret, pareil, artiste archiviste, réalisateur, danseur, commissaire d'exposition, bon, multicasquette et migraineux aussi. Et Christiane Amodeo, plus facile, historien de l'art, ouf. Et moi-même qui vais essayer de vous poser tout un tas de questions. Et notamment pour rejoindre ce que Pauline a commencé à évoquer à l'instant sur ces questions de l'archive, du document, de qu'est-ce que c'est que d'exposer les cultures urbaines, le hip-hop en particulier, la musique aussi, et que viennent faire les institutions dans toute cette salade. Déjà, une question qui s'adresse un peu à tout le monde et que tu as commencé à poser, Christiane, c'est quelles archives, quels sont les documents à la base sur lesquels vous travaillez les uns les autres, François, par exemple. Toi, dans ce travail historique, quels sont les premiers documents que tu collectes et quels sont les objets qui font histoire? Pour moi, les premiers documents que j'ai, ça va passer par les flyers de soirée, les magazines qu'on trouvait chez Ticaret, les fanzines. C'est les premiers objets, on va dire, de mémoire, en fait, de témoins d'événements, de soirées, voilà. Et aussi pas encore réellement les photos pour moi, mais même si elles sont présentes dans les magazines, on n'a pas le fichier, la source. Enfin, on n'a pas parce que il n'y avait pas encore Photoshop et tout ça. Donc, et puis l'audiovisuel, c'est-à-dire les cassettes, les VHS. Voilà, pour moi, ça passe par ça. Les premières archives. Parce que pour toi, Nicolas, pareil, les premières archives, c'est plutôt du papier, du fanzine, c'est pas forcément l'image, c'est pas forcément la photographie. Si, pour moi, si, c'est la photographie. Directement la photographie. Ouais, bah, en tant que pratiquant, en fait, finalement, c'était, on documentait en premier lieu notre propre pratique. Donc, garder une trace de ce qu'on faisait en tant que graffeur, passer par la photographie. D'autant qu'on avait la conscience de cette sauvegarde par ce prisme-là, pour avoir découvert pour beaucoup de ma génération. Moi, je suis de la seconde génération donc pas les pionniers, mais plutôt de la fin des années 80. On a pour beaucoup découvert le graffiti, notamment outre-Atlantique, par la photographie. Donc il y a un réflexe qui s'est installé certainement de manière plus présente que pour les premières générations. Parce que l'une des grosses difficultés, et je pense que les chercheurs ici présents, les chercheuses ici présentes, le reconnaîtront, comment faire parler une photo. Parce qu'un flyer, encore, il y a des choses écrites dessus. Un film, on peut encore parler un peu, on peut entendre parler les gens, mais comment faire parler une photo? Comment la dater? Comment savoir qui est là-dessus quand on n'est pas du tout... Est-ce qu'une photographie peut être un document, Sophie? Grosse question. Je suis pas sûre que ce soit à moi de répondre à cette question. Moi, j'ai commencé à photographier les prémices du hip-hop parce que... je n'en avais aucune conscience, j'avais une intuition, même pas. Non, j'avais une envie une curiosité de cette scène qui me poussait à faire des photos, en sachant que j'avais pas de mémoire et que ma mémoire se construit sur ce que je photographie, ce qui m'intéresse. Et je suis contente aujourd'hui de ne pas avoir de mémoire parce que j'ai extrêmement bien légendé mes planches contact. Et que donc, maintenant qu'un travail patrimonial commence sur la culture du hip-hop, je peux identifier pas mal de choses, y compris toutes celles que j'ai oubliées, bien sûr. Maintenant, je sais pas, je sais d'autant moins répondre à la question que je trouve que à chaque fois que je replonge dans mes archives, et ma réponse est limitée à mes archives, j'en ai jamais la même lecture. Et j'ai un peu le même sentiment quand je vois une exposition, c'est-à-dire que elle correspond toujours à une question de société du moment présent qui relie une époque passée sous ce prisme. Et c'est pour ça que maintenant que
je regarde un petit peu tout ce qui se passe sur 40 ans de hip-hop, le prisme change tout le temps. Il est au début un prisme triomphant pour dire waouh, on a réussi à exposer Downtown avec tel ou tel artiste de la scène de Soho, et c'est un marqueur très important pour dire que il y a une forme de légitimité. Et puis aujourd'hui, il y a tous les nouveaux prismes qui permettent d'essayer de trouver des nouveaux angles, mais c'est toujours lié à l'instant présent. Et c'est pour ça que je sais que de temps en temps, je replonge dans mes archives et je me dis, mais pourquoi je ne vois cette photo que maintenant? Ben parce qu'il n'y a que maintenant qu'elle répond à une problématique de société d'aujourd'hui. Voilà. Donc je sais pas comment vous faites en tant qu'historien, mais moi On galère. je trouve ça complexe pour cette raison-là. Parce que la photographie change de sens, et comment manipuler ce matériau quand on est désespérément béotien, parce que comment tu fais, toi, Christiane, comment tu te débrouilles avec une photo? C'est un peu le problème que j'ai en ce moment, parce que je travaille justement autour d'une exposition sur l'art urbain, donc pas sur le hip-hop en général, mais sur l'art urbain. Et vu que c'est une exposition immersive, donc on est comme au cinéma, on va dire, avec des projections, des projecteurs et des écrans. Donc il n'y a pas dans des salles plutôt peu éclairées. Et j'ai pris le parti de ne pas montrer d'œuvres produites en atelier pour le réseau de galeries et musées, et de partir uniquement de photographies et de vidéos. Parce que je trouve finalement que c'est la documentation qui représente de manière la plus fidèle l'histoire de l'art urbain, et que justement c'est un support déjà qui n'a pas suffisamment été mis en avant historiquement dans les expositions pour des raisons de rapport à l'objet photographique que peut avoir le spectateur. Quand tu mets une photo et qu'à côté tu as un tableau, de base, le spectateur lambda va aller plutôt vers le tableau, la statue, le dessin, que vers la photo qui va être perçue, à moins qu'il y ait certaines stratégies, elle va être perçue plus comme un document que comme une œuvre d'art à part entière, quand elle est exposée à côté d'une vraie œuvre d'art, on va dire. Donc c'est ça. Mais en même temps, et peut-être là, bon, c'est ce qui va être un changement des règles du jeu, c'est que les nouvelles technologies aujourd'hui permettent, via les projecteurs, via l'immersion, de donner une nouvelle vie aux photographies, à la documentation, que ce soit photo ou vidéo, et qu'elles permettent de créer de nouveaux dispositifs, de nouvelles stratégies de présentation de ces documents dans un environnement muséal, et de permettre par conséquence à ce public qui avait souvent tendance à préférer, on va dire, une œuvre, de redécouvrir ces images sous un angle nouveau, quoi. Parce que l'une des problématiques avec ce genre d'image, et tu en parlais, François, ces vidéos sont des documents précieux pour récupérer des gestes, pour récupérer une ambiance, un son. Oui. Effectivement, par exemple, dernièrement sur le film, la série Le Monde de demain, il a fallu être très précis sur en tout cas pour le jeu des acteurs et sur les séquences de danse. Ils vont pas faire des vrilles pour les breakers. Ils vont pas faire des vrilles. C'est des mouvements plutôt récents. Il faut être fidèle à la gestuelle, et on le voit pas forcément sur la photo. Donc il faut avoir des documents vidéo pour être fidèle à la gestuelle qu'il y avait à ce moment-là. Ou l'argot, comment on parlait à ce moment-là. Ou enfin voilà, pour les films en tout cas, il faut des archives pour restituer au mieux et être fidèle. Enfin voilà, pas trop être le plus réaliste par rapport à cette époque, quoi. Mais en même temps, ces documents ne parlent que si on sait déjà les lire.
Et moi, je me retrouve devant une vidéo des années 80 ou devant une photo, et c'est des objets muets pour moi. La photo qu'a montré tout à l'heure Vincent avec Dynasty et Johnny Go, moi j'ai besoin de sous-titres. J'ai besoin de savoir où c'est. Ce que je vois, c'est une bande de gens. Je sais même pas ce qu'ils font. Bah oui, mais pour nous c'est différent. Nous c'est des documents. On a un attachement à ces documents parce que on a été des collecteurs d'archives assez tôt, des archives pas de quelque chose qu'on observait, mais de quelque chose qu'on vivait. Les documents qu'on conservait assez tôt, on les conservait déjà parce qu'on avait un manque d'informations sur un mouvement qui était principalement basé sur le mimétisme et la tradition orale. Je veux dire, Vincent, quand il a présenté tout son déroulé sur le hip-hop, finalement, les premiers documents qu'il nous montre, c'est par le prisme de la musique, c'est des extraits et des pochettes de disques. Et donc, voilà, on était à l'affût du moindre chose, quelque chose qui finalement, on a un rapport sentimental, presque charnel avec ces documents, parce qu'ils nous ont construits dans notre pratique. Donc, ça fonctionne comme une Madeleine de Proust, et finalement, on a des choses à raconter sur ces documents. Bien entendu que si je te montre un marqueur ou une bombe de peinture, ça va pas vraiment te parler, mais nous, ça nous permet de parler de détournement d'outils, de comment on est passé d'un outil qui n'est pas conçu pour des arts graphiques à plus tard un outil qui a été conçu pour ça. Voilà, toute la notion de détournement d'outils, elle ne se perçoit pas si l'objet n'est pas commenté à côté. Et donc, c'est vrai que faire parler les objets, on en parlait à l'instant avec Pauline, l'objet fétiche, l'objet silencieux, cette question se pose dans n'importe quelle exposition d'ethnologie. Un masque africain sans tout son apparatus autour, c'est un objet mort. Donc une bombe est un objet mort aussi. Mais il y a une fausse illusion de la vie dans un film. Ça bouge, ça remue, mais c'est muet, sauf pour celles et ceux qui ont déjà une incarnation là-dedans, qui ont déjà une information à collecter là-dedans. Est-ce que du coup, ce sont des films qu'il faut sous-titrer ? Est-ce que ce sont des films qu'il faut doubler d'autres films pour expliquer ? Est-ce qu'il faut remettre en fonctionnement les séries en fonction de où on parle ? Comment rendre ces documents partageables par d'autres gens que ceux qui sont dans la culture ? Où est-ce qu'il faut ? Pour moi, ça répond un petit peu à la question que tu as posée tout à l'heure. Faut-il des expositions ? Et à ce moment-là, oui, il faut des expositions pour présenter et discuter autour de ces éléments, de ces photos, de ces vidéos, de ces enregistrements. C'est créer le débat, c'est faire des podcasts, faire des émissions, créer des événements. C'est le sujet, le propos, créer l'occasion d'échanger autour d'un événement, quoi. Donc pour moi, l'exposition, c'est l'événement pour, comme aujourd'hui, on se rencontre, on discute, il y a des avis et ça fait avancer, ça donne des clés de lecture pour ceux qui ne les ont pas, et c'est ça. Et c'est vrai que toi, là, tu parles d'un contexte d'exposition, et en fait, l'objet vient nourrir déjà une narration. On part de la narration, on part pas de l'objet. Si on part de l'objet, c'est plutôt, ça va être plutôt un support de recherche et d'information. On va essayer de trouver qu'est-ce que recèle comme information cet objet. C'est là où la photographie peut être très intéressante, parce que on va au-delà pour le graffiti par exemple. Bon, bien entendu que ça témoigne du travail de l'artiste, et voilà, on peut observer l'évolution stylistique, des choses comme ça, mais ça peut-être qu'une photographie avec un cadrage large va nous permettre de mieux la dater quand on manque de date, ou de comprendre le contexte. Voilà, si c'est pas la même chose une pratique en extérieur si c'est fait en hiver ou en été. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça que la photo va nous révéler, mais en tant qu'objet de recherche. Là, je pense que quand on monte une exposition, on part pas de l'objet, on part d'un récit, et l'objet vient se greffer à la narration. Ah non, ça dépend. Ah bah ça dépend. Madame la photographe, qu'en pense-t-elle ? Parce que est-ce qu'on monte une exposition à partir d'un récit ? Moi, j'ai beaucoup de mal quand il n'y a pas de choses à dire.
L'image pour l'image, ça me parle pas. C'est pour ça que je dis toujours que je fais de la photographie documentaire, parce que je veux raconter comment moi je vois quelque chose. Et quand je vais voir n'importe quelle exposition dans un musée, j'aime qu'il y ait un prisme qui me raconte une histoire particulière et non pas voilà des photos de telle période dans l'art ou voilà le travail de tel artiste. Ça ne me parle pas assez. J'ai besoin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'émotion qui passe s'il n'y a pas quelque chose qui est dit en plus. S'il n'y a pas un point de vue, s'il n'y a pas une petite opposition à quelque chose, un petit décalage qui ouvre une porte. Je sais que si je regarde les expositions qui ont pu me marquer dans les décennies passées, il y a toujours une qui ouvre une grande porte vers quelque chose. Toujours. Et donc, ça peut pas être que une suite d'images. C'est une suite d'images qui a quelque chose à dire. C'est un peu ce que disait Pauline à l'instant, c'est la question de l'adresse aussi, de où on parle et à qui on parle. Non? Est-ce que c'est cette question-là? C'est au-delà du récit. Je sais pas. Moi, j'essaye de me situer toujours du point de vue du spectateur. Qu'il puisse, et que moi, spectatrice, je puisse avoir une émotion, et deux, que ça puisse m'ouvrir la porte à une idée que je n'ai pas eue. Et offrir une idée qu'on n'a pas eue à celui ou celle qui regarde. Pour moi, c'est aussi important que l'émotion. Parce que finalement, je décrivais vos différentes casquettes à tous, et tous les quatre, vous êtes à votre façon commissaire d'exposition. Chacun avec plus ou moins d'envie, plus ou moins d'enthousiasme, n'est-ce pas? Plus ou moins de joie. Mais quand je disais de où on parle et à qui on parle, c'est une sorte de situation idéale où le commissaire, la commissaire s'adresse à un public choisi. Mais au milieu, il y a quelque chose qui s'appelle le lieu. Et dans le cas qui nous occupe, les institutions. Comment se fait cette triangulation? Comment vous la vivez? Comment on la négocie? Il y en a un qui se marre. Vas-y, fonce. Be my guest. Non, ben, je sais pas. C'est pas. Tu peux dire du bien de Nancy aussi. Hein. Oui, non, mais j'en dirais que du bien. Non, c'est pas facile. C'est pas. Je parle pas de Nancy. Hein, voilà. Non, mais c'est. Au-delà de la difficulté, le fait que est-ce que le dialogue, c'est un peu pour reprendre, Jacques Lang est revenu à plein de reprises dans les propos de Pauline, c'est à quel moment ça bifurque, à quel moment il faut prendre en compte cet écran que fait l'institution finalement? En fait, il faut définir parce qu'il y a l'exposition et il y a les expositions au pluriel. C'est-à-dire qu'une chose, c'est faire une exposition grand public où tu te confrontes à des dynamiques culturelles, économiques, de rentabilité, nombre minimum d'entrées, public où tu t'adresses à un public de famille jusqu'aux retraités, en passant par les experts du milieu, les historiens de l'art, les critiques, ça c'est une chose. Et puis il y a la petite exposition dossier plus intime, avec un budget beaucoup plus réduit, où tu as beaucoup plus de liberté de parole que dans d'autres situations. Donc en fait, il faut déjà définir de quelle exposition on est en train de parler. Et moi, plus le temps passe, plus au fait j'ai la sensation sur les expositions grand public qu'il faut abandonner le récit. Voilà, c'est-à-dire que ce qui compte au final quand tu te confrontes avec le grand public, alors oui, c'est-à-dire c'est pas qu'il faut abandonner le récit au sens vrai du terme. C'est-à-dire que ce récit-là, tu peux le faire passer via d'autres supports. Ça peut être une conférence, ça peut être un catalogue, ça peut être de la médiation. C'est-à-dire, mais il n'y a pas besoin que ces informations soient sacralisées, fétichisées pour être mises en avant comme si c'était le corpus final de l'exposition. Parce que ce que le grand public, de toute manière, va retenir, c'est une idée générale, c'est est-ce qu'ils ont aimé l'ambiance, est-ce qu'ils se sont pris quelque chose dans la gueule ou pas. C'est surtout, est-ce que tu les as fait rêver? Tu vois, moi, c'est la chose que le fantasme que j'ai en ce moment, c'est-à-dire comment tu peux faire rêver les gens en leur montrant quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, en leur expliquant à minima ce qu'ils sont en train de voir, mais surtout en leur donnant envie de sortir du musée
et de continuer à creuser ce sujet. C'est surtout ça. Parce que finalement, une visite d'exposition dure pas beaucoup. Hein. C'est parfois même moins qu'un film. Donc, en fait, tu as un temps de parole qui est assez limité. En plus, tu ne le maîtrises pas vraiment parce que les gens visitent et circulent dans une expo à leur guise. Donc, tu maîtrises pas les choses comme dans une conférence où ils sont obligés de rester assis et de t'écouter. Et donc, c'est là où je me dis, bon, peut-être, au fait, même si j'adore les expositions savantes avec des cartels plus longs d'une encyclopédie, il peut y avoir des cas où, au fait, ce qui compte vraiment, c'est rêver. Et avant, on parlait, je me disais, par exemple, Sophie, toi, dans une exposition, est-ce que tu aimerais que quelqu'un qui vient voir une exposition, qui présente ton travail, est-ce que tu aimerais davantage qu'ils se disent « Ah, j'ai découvert le travail fantastique d'une photographe, je suis rentré dans son univers, ou j'ai commencé à rentrer dans son univers, et j'en veux savoir plus », c'est-à-dire sortir presque avec des points d'interrogation et des questions non encore ouvertes, ou est-ce que tu aurais plutôt envie d'avoir quelque chose où on dit « Bon, elle commence, voilà, c'est ses premières séries, ses deuxièmes séries, elle est surtout connue pour ce travail, donc avoir une présentation très schématisé, bien documenté, bien structuré, où au final la personne qui sort a appris beaucoup de choses sur ton travail, mais du coup a peut-être eu moins accès au sens pur, voilà, de ta recherche. Alors, j'ai beaucoup varié sur la question. En fait, quand il y a une dizaine d'années, on a commencé à me demander de ressortir les photos des prémices du hip-hop. Mon premier réflexe, c'était de me dire, les gens qui vont venir auront envie de voir telle et telle et telle personne. Et donc, j'ai fait ce travail et après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais j'ai oublié mon œil de photographe, j'ai juste pensé à faire plaisir aux autres. Ensuite, on est revenu me voir pour d'autres expositions et livres et là, j'ai eu envie de me reposer sur le regard des autres. Comment aujourd'hui ils regardaient mon travail, qu'est-ce qu'ils avaient envie de voir, etc. Et puis, à nouveau, il y a eu une espèce de frustration. Et donc, cette année seulement, j'ai commencé à prendre des choses en main et de dire non, j'ai une histoire à raconter. Et je veux la raconter comme je l'ai vécue et choisir plus photographiquement ce que j'ai à dire. Je sais pas si c'est très clair comme formulation, mais c'est ça dans ma tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comment dire, quand quelqu'un vient me chercher pour me demander quelque chose, j'ai pas forcément envie de lui donner exactement ce qu'il veut. Ça m'intéresse plus de commencer à être fidèle à moi-même. Voilà. Mais cette question... Non, c'est bon, ça marche. Cette question de faire rêver, est-ce que c'est le prisme que toi tu as pris par exemple pour Hip Hop 360, François? Est-ce que c'était faire rêver ou faire groupe? Il y avait cette question de 40 ans du hip-hop et de hip-hop français. Et donc, il y avait quand même il y avait ce parti pris de raconter tout ça de manière pluridisciplinaire et tout ça. Et donc, au départ, on m'a demandé de référencer un peu tout ce que je pouvais présenter. Et là, ça m'a bloqué parce que il y avait trop de documents. Et c'est pour ça que j'ai préféré faire le squelette et ensuite l'alimenter. C'est-à-dire le parcours, en fait, j'avais défini. Et une fois que j'avais les grandes lignes, les grands chapitres, je viens alimenter par telle ou telle collection, aller chercher tel artiste, et là, quasiment créer des nouveaux contenus en faisant se rencontrer des artistes, des graffeurs, des photographes, des scénographes, des plasticiens, et on va inventer une nouvelle forme pour présenter des contenus de manière originale. Et donc là, dans cette idée de se dire, ah ouais, on va pas juste présenter la basket d'un tel, mais de cet élément-là et cet élément-là, on va créer un nouvel élément contemporain
dans sa forme d'expression, le 360, dans l'audiovisuel, dans la scénographie, dans le rapport au son. On est là pour le coup, on était à la Philharmonie, il y avait le fil rouge de la musique qui était très important, et ce 360 avec quelque chose d'immersif, 360 de spatialisé, de faire des... Enfin voilà, et donc forcément l'exposition, ce moment se vit parce que c'est spectaculaire, c'est immersif, c'est enfin voilà. Mais il y avait quand même cette responsabilité de raconter 40 ans de hip-hop en France, et il fallait présenter à un public large, des jeunes qui viennent découvrir, mais des parents qui ont connu et qui veulent avoir les clés aussi pour pouvoir présenter à leur enfant, ou alors même en apprendre de leur enfant, parce que le mouvement continue à s'écrire. Et donc, enfin voilà, donc il y avait tout ce rapport-là, mais pardon, j'ai perdu la question. Non, c'était. T'inquiète, tu l'as pas du tout perdu. C'était faire rêver, faire groupe, ou parce que comme tu dis, il faut raconter une histoire, il faut intégrer. Mais comment tu mets les deux ensemble? Comment tu les as collés? Raconter l'histoire et quoi? Et faire rêver quelque part. Bah c'est ça. Pour moi, c'est créer des collabs entre des artistes pour imaginer la présentation idéale de telle ou telle histoire. Ça veut dire faire rêver par l'expérience. Pour moi, c'est l'expérience qui fait rêver. C'est pas présenter simplement l'archive. C'est oui, ou alors ça peut en faire partie. Si c'est une archive, et comme on parlait de Kerry James qui pose son cahier, il y a un truc, ok, il est là, il a écrit. C'est peut-être le moment où il a pensé telle punchline qui résonne encore aujourd'hui. Donc il y a un moment, et après chaque personne a un rapport particulier avec l'archive. Soit on est effectivement, tiens, telle paire de baskets qui a été portée par Jordan, est-ce que ça te fait rêver ou pas? Ça, je pense que c'est chacun le vit à sa manière. Et après, il y en a qui vont être plus sensibles au son, plus sensibles à la scénographie, à l'expérience, à l'art contemporain, à l'événementiel, donc au moment présent. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour aussi, par exemple, la scène actuelle, qui voulait pas forcément être présentée sur les murs de manière muséale, classique. Ils me disent, oui, mais moi, j'ai commencé ma carrière il y a 3 ans, je vais pas être exposé sur les murs. Ok, bah, viens faire du live, on va organiser des showcases. Et là, oui, on continue à raconter l'histoire, mais de manière spectaculaire. Mais du coup, on ne pourrait donc faire de vraies expos intéressantes que dès qu'il y a de la musique et du son. Comment on expose de la 2D chiante comme le graffiti? Normalement, on l'expose pas parce qu'il s'expose lui-même par nature. Donc voilà, moi je pense qu'une exposition c'est un choix d'un curateur, et voilà, Christian il nous parle de faire rêver. Moi personnellement, si je fais une exposition, je cherche pas à faire rêver. Si je veux faire rêver, c'est dans la rue. Ou alors Pauline en parlait, peut-être provoquer l'expérimentation chez les artistes, et voilà. Alors pas forcément ça. Moi, je suis pas très fan de l'idée de la carte blanche, parce que pour moi, c'est le niveau zéro de la curation. Mais en effet, accompagner un artiste vers une forme d'expérimentation, voilà, là, pourquoi pas. Mais on sera plus du tout dans un autre axe qui serait un axe documentaire, historique, qui raconte voilà, une histoire chronologique. Voilà, il y a plusieurs axes, et vouloir faire tout rentrer dans la même boîte, pour moi, ça me paraît être une erreur, et c'est la meilleure façon d'avoir un résultat qui soit moyen à tous les niveaux. Mais c'est un challenge qui mérite d'être relevé, et il y a des belles expérimentations. En ce qui concerne le graffiti, oui, voilà, moi je verrais soit une expo historique ou thématique. Avec Patrice Poche, on avait fait une exposition sur le thème du voyage. Bon, voilà, c'était Pauline en parlait aussi. C'était peut-être aller sur des thématiques très précises pour pouvoir aller décortiquer un peu. Et là, on met de côté tout ce qui est l'aspect historique, l'aspect expérimental, l'aspect voilà, on traite un sujet et on est encore dans une narration. Une narration, mais dans laquelle on peut apporter quand même des éléments de contexte, des éléments historiques pointus. C'est indispensable, bien sûr. Faut recontextualiser tout ça. Mais et c'est pour ça que
Là où le public, quand il voit du graffiti dans la rue, ce qui lui manque en fait, c'est tout le process, tout le contexte, tout ce qu'il y a avant, tout ce qui, voilà. Donc là, l'exposition, elle peut amener quelque chose sur voilà tout l'aspect de préparation, de performance, de contexte. Voilà, là, il y a un intérêt à l'exposition, et là où l'archive peut aussi jouer son rôle dans venir éclairer certains aspects de la création. Parce que l'une des difficultés, souvent, quand on montre différents supports ensemble, que ce soit de la photographie, tu le disais, Christiane, quand on met une vraie œuvre d'art et une photographie à côté qui, comme tout le monde le sait, n'est pas une œuvre d'art, en tout cas ne mérite pas d'attention. Bon, ceci est ironique, bien sûr, mais quand on met de la peinture et de la photographie, c'est souvent vers la peinture qu'on va se tourner. Mais quand on met de l'image animée emporte tout. La photo, la peinture, la sculpture, du moment que ça bouge, il n'y a plus rien autour. Comment hiérarchiser? Parce que parfois, ce n'est pas forcément le document le plus intense. Le document le plus parlant, ça va être le flyer dans la vitrine. Comment hiérarchiser ces informations-là? Comment amener les gens à tout regarder à différents niveaux? C'est là où je m'appuierais, moi, sur une narration. C'est-à-dire que je pars pas du document, je pars de ce que je veux raconter, et comment le document que je vais montrer en regard du propos que je tiens va venir l'enrichir, éclairer, ou quelque chose comme ça. Et ta narration, elle est portée par quoi? Par un choix de sujet. Comme je prenais par exemple la thématique du voyage, voilà, ça nous était apparu intéressant de raconter comment le graffiti a été vecteur de voyage, comment les voyages ont nourri des pratiques artistiques, comment ça a créé des connexions entre des scènes. Voilà, il y a plein de choses qu'on a pu tisser à partir d'une thématique. Et du coup, une question un peu pour tous. Hier, tu disais, Sophie, un joli lapsus, un commissaire d'ego. Un commissaire d'expo. Parce que oui, prendre un angle, prendre un petit point d'entrée et savoir de où on parle et à qui on s'adresse, c'est important. Mais à quel moment comment éviter l'ego trip? Parce que mine de rien, un curateur, ça a tendance à s'imposer. De plus en plus. Alors c'est pas forcément un défaut parce que ça dépend. Ça dépend ce qu'il a à dire, c'est toujours la même histoire. S'il trouve un axe narratif innovant, c'est fantastique. S'il est là à montrer qu'il est le plus grand et le plus beau et le plus fort et qu'il passe par-dessus le ou les artistes qu'il expose, c'est effectivement beaucoup moins touchant. Et du coup, le choix d'un thème, est-ce que ça n'aveugle pas? Tu disais, la carte blanche, c'est le degré zéro de la curation. Comment accompagner des artistes sans que ce soit un ego trip, un commissaire d'ego? Je pense qu'il faut bien connaître les artistes qu'on a choisis. C'est vraiment, là, il y a forcément une relation de confiance, mais aussi de connaissance. On peut accompagner un artiste qu'en le connaissant vraiment, à la fois humainement et artistiquement. Là, il y a une proximité qui doit être, qui est indispensable à quelque chose. Après, voilà, il y a un commissaire d'exposition. Je pense qu'il doit aussi assumer ses choix et porter son exposition. Alors évidemment, il y a le risque que tu dis qu'il soit plus présent que ce qu'il propose, mais moi, je pourrais avoir envie d'aller voir une expo parce que c'est tel commissaire d'exposition, parce que voilà, c'est la manière dont il a de présenter les choses, les choix qu'il fait, à la fois en tant que sujet et d'œuvre d'art ou de choses comme ça. Ça peut être quelque chose qui m'emmène vers une expo au-delà du sujet. C'est comme un réalisateur de film en fait. Quel que soit le sujet qu'il aborde, on peut aller voir un film parce que c'est tel réalisateur. Mais après, il y a aussi la piste d'un comité curatorial qui permet de multiplier les angles et d'enrichir. Je sais qu'à François, il y a la question du conseil scientifique aussi se pose quand on aborde une exposition historique. Voilà, ça peut être aussi assez lourd de porter tout ça sur les épaules. Historique et pluridisciplinaire. Parce qu'on peut pas être pointu dans tous les domaines forcément. Donc on est entouré de personnes
justement, qui vont pouvoir nous accompagner sur l'exactitude de toute la moindre ligne, virgule qui pourrait être dite, écrite. Et ça me fait penser un peu, là, le nouveau projet sur lequel je travaille, c'est une exposition sur les sports urbains en lien avec les Jeux Olympiques Paris 2024. Et forcément, le break qui rentre, donc on y amène la culture aussi, le hip-hop et ces différentes formes d'expression. Et là, je me dis, donc, dans les 6 disciplines olympiques, il y a des disciplines sur lesquelles je suis un peu à l'ouest, vraiment. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une carte blanche? Est-ce que je m'improvise ou je me cultive très rapidement? Qu'est-ce que je fais? Le surf, je m'y connais pas du tout. Ça fait partie des disciplines qui sont entrées dans la catégorie urbaine au JO. Tu vois, voilà. Donc, j'ai fait jusqu'au bout, pas de souci. C'est les 6 disciplines officielles, mais forcément, moi, je me dis bon, quand je discute avec le musée olympique, je veux pas me limiter aux 6 disciplines qui sont urbaines aux Jeux Olympiques. Donc, j'y amène les autres, le lead fit, qui est une pratique de danse dans le métro de New York, le street workout, le freestyle football, le double dutch. J'y amène toutes ces disciplines et voilà, pour moi, c'est une manière de présenter des différentes disciplines et le fait l'idée de se dire ok, on va voyager aussi parce qu'on découvre que le basket 3-3 est rentré à Buenos Aires, donc il y a le double dutch qui se développe énormément au Japon, donc on va le découvrir au Japon plutôt qu'en France. On va découvrir le break forcément par ses origines, mais aussi les New York City Breakers qui faisaient déjà des shows pour Los Angeles, pour les JO de Los Angeles en 84. Donc en fait, on se rend compte que c'est historique et que ça vient pas juste d'arriver. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et mais pour en revenir au sujet de la carte blanche, et je me dis comment faire pour parler du surf et de la street culture. Et donc ça va passer par les graffeurs qui customisent depuis toujours leurs planches, que ce soit de skate ou de surf. Et puis le lien qu'il y a avec des artistes qui ont ce rapport-là à la planche. Et finalement, c'est par l'art et l'art graphique qu'on va parler du surf plutôt que le surf en lui-même. Et puis, en fait, on va découvrir les coulisses du surf par la vue d'artistes. Donc voilà, c'est un peu... C'est triché, ça, c'est triché. On triche. Non, je dis ça parce que c'est vrai que, tu le disais à l'instant, on n'est pas spécialiste de tout. Fabriquer un comité curatorial est une manière de s'en sortir. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans le risque d'une délégation de parole éternelle, d'une dilution des choses aussi, ou tout simplement le fait que pour pouvoir déléguer la parole, il faut déjà connaître les acteurs. Donc, pourquoi déléguer la parole et ne pas coller directement le travail de commissaire aux acteurs? Est-ce que le meilleur commissaire d'une exposition de photographie, c'est le photographe? Est-ce que le meilleur curateur d'une expo de graffiti, c'est le graffeur? Ou pas? Est-ce qu'un acteur d'une histoire peut construire cette histoire? Et à quelles conditions? J'aurais tendance à favoriser justement le croisement de regards, parce que l'acteur, il est au cœur de sa pratique, il a une connaissance, forcément assez précise de son univers, mais il manque de recul. Et puis c'est pas forcément un commissaire d'exposition. C'est un métier, commissaire d'exposition. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Alors nous, dans le hip-hop, on a l'habitude d'improviser beaucoup de choses, mais ça a aussi ses limites. Donc c'est là où je pense que un collège de commissaires, s'il est bien constitué, peut-être une accumulation de compétences et de talents. Qu'est-ce qu'on a apporté, nous, historiens de l'art? Il n'y a pas qu'une vérité. Il n'y a pas qu'une vérité. La même histoire racontée sous un angle différent donne une autre histoire.
par rapport au hip-hop, ne serait-ce que de regarder l'histoire telle qu'elle est racontée ici, telle qu'elle est racontée en Angleterre, telle qu'elle est racontée aux États-Unis, telle qu'elle est racontée entre New York et Los Angeles, c'est à chaque fois une histoire différente. Donc, puisqu'il n'y a pas une vérité, il y a une vérité par commissaire d'exposition déjà. Oui, et donc on revient à chaque fois à quel œil pour dire quoi. Enfin, Ouais, pour moi, c'est comme dans le cinéma, quoi. T'as le réalisateur qui a son film en tête, qui fait jouer des acteurs. T'as une écriture. T'as Scorsese qui a fait tel film, qui est pas le même univers que tel autre réalisateur. Et en fait, c'est une manière aussi. Tout dépend, hein, parce que ça peut être très fictionnel, comme ça peut être très réaliste. Ça veut dire, tu peux être dans un univers complètement barré. Justement, cette suite de se dire, ah ok, jusqu'à présent il y a eu des expositions qui retracent l'histoire du mouvement hip-hop, mais il peut y avoir aujourd'hui dans la suite, ce qui a été abordé tout à l'heure, des expositions plus conceptuelles ou plus comment dire, contemporaines dans leur forme, quoi. Et ben ça peut être ça aussi, ça peut être des sujets trash comme des sujets plus enfin voilà, et en fait ça peut être une manière d'aborder il y a eu l'exposition Courtrajmé. Je trouve qu'ils ont aussi abordé le sujet des cultures urbaines au sens plus large, quoi, pas forcément hip-hop pour le coup, parce que il y avait beaucoup de relations avec les quartiers et tout ça. C'était à travers des œuvres des élèves de l'école Courtrajmé, mais il y avait un truc assez brutal aussi dans la manière de présenter les œuvres. Mais moi, la chose surtout qui est problématique pour moi depuis que j'ai commencé, on va dire, à curater des expositions en lien avec les cultures urbaines, c'est le fait justement de pas d'être en dialogue tellement avec les artistes. Mais au fait, c'est que paradoxalement, mais c'est normal, c'est naturel, je dirais, je dois souvent me servir du travail des artistes pour mes propres fins. Pas au sens d'ego, mais au sens où moi, en tant qu'historien de l'art, je pense que je fais partie de la génération des premiers curateurs, on va dire, qui se sont intéressés aux cultures urbaines sans forcément être... pratiquant, oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai toujours revendiqué mon rôle d'observateur. Les gens m'ont toujours dit, mais pourquoi tu t'es pas lancé dans le graffiti? J'ai dit, mais parce que justement, autant je peux aller avec des graffeurs les suivre, mais autant j'ai pas envie déjà, je sais pas peindre, je sais pas dessiner, donc je sais déjà que ça finirait mal, quoi. Mais je tiens à mon rôle d'observateur et je veux pas franchir cette frontière. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que moi, je me retrouve à devoir dialoguer aussi avec d'autres critiques d'art, des historiens de l'art, des profs de fac, des collectionneurs, des galeristes. C'est ça aussi le public auquel moi, mon métier me force à me confronter avec ce public-là. Et ce public-là a une vision, a des discours, a des manières... Formaté. Hein? Il est formaté, il a une manière de travailler, d'observer. Oui, qui est formaté d'ailleurs. Il n'y a pas un seul discours, hein, il y en a plusieurs, tout ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai très vite perçu, c'est que les discours qui circulaient dans ces milieux-là avaient une vision complètement déformée, ça Pauline l'a très bien dit, de ce que moi je voyais en direct et ce que je connaissais même pour des questions générationnelles. Donc à ce moment-là, mon rôle, c'est évidemment, d'accompagner les artistes, de les connaître, d'essayer de les aider à développer leur art ou à avancer dans, je suis au service d'eux, mais en même temps, c'est aussi un travail c'est-à-dire, c'est aussi une échange qui va à double sens, parce que moi-même, j'ai besoin des artistes pour pouvoir faire changer, c'est-à-dire faire évoluer les cadres de pensée généraux qui au final formatent la manière dont on part des cultures urbaines et tout ça. Et souvent, c'est vrai que j'ai senti du mal dans ce travail qui est un peu d'appropriation,
Je le sens presque comme, je me suis souvent senti un peu comme une situation où j'étais presque le voleur, tu vois, qui venait s'alimenter, alors que de base, je suis pas là pour voler, mais je suis là justement parce que je suis le premier à me faire venir les cheveux blancs, et vous voyez que je mens pas, quand j'entends certains discours, et j'en peux plus, comme vous. Donc en fait, il y a aussi un besoin. Alors une exposition peut être, comme je le disais tout à l'heure, selon moi, ça peut être vraiment un discours où même on s'accorde un certain fétichisme pour faire parler les archives, raconter l'histoire telle qu'elle a été, en restant vraiment, en collant vraiment à l'histoire. Mais dans d'autres situations, c'est vrai qu'il faut davantage, au fait, prendre les informations, et les formater pour permettre de faire évoluer les cadres de pensée généraux qui règlent un petit peu aussi tout ça. Mais est-ce que tu gagnerais pas à associer des artistes à la conception de l'exposition plutôt qu'à finalement rester seul parce que toi aussi t'as une formation d'historien de l'art, oui. Donc tu as un cadre, tu es formaté. Mais c'est pas facile parce que si au fait ça deviendrait, comment dire, déjà c'est pas facile quand tu dialogues avec les musées. C'est-à-dire que il faudrait avoir des réunions avec un nombre assez conséquent de personnes, et c'est pas toujours facile. Et puis surtout, les artistes ont souvent des points de vue qui divergent. C'est-à-dire que oui, des égos. Et les curateurs aussi. Hein, donc... Oui, manque les artistes, voyons, manque les artistes. Non, mais je sais, mais en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, au fait, toi, tu vas voir c'est un peu comme un réalisateur, un écrivain, une écrivaine, se dire, il y a aussi une question de style et autre chose, et donc le curateur aussi a envie de temps en temps, je reprends le discours de Sophie, à un certain moment, tu as le micro et tu as envie de dire ce que toi, tu penses, et pas d'être seulement au service de ce que veut dire le milieu. Donc il y a aussi un discours de dire bon, est-ce que je peux en placer une et c'est vraiment ça. Mais c'est là où pour moi l'enjeu aujourd'hui est de taille, et c'est de pouvoir aussi travailler sur ces discours généraux, c'est-à-dire comment on fait rentrer l'art urbain dans les musées, comment on fait rentrer le hip-hop dans les musées, et je suis le premier souvent à me rendre compte que, ne m'en voulez pas, mais les musées sont un peu à la ramasse, c'est-à-dire qu'ils ont envie de faire entrer ces thématiques dans l'institution. Ils ont compris que c'est aussi des thématiques, des milieux qui portent une énergie qui est saine et qui peut permettre de dynamiser, d'apporter vraiment une nouvelle énergie dans l'institution, mais c'est pas forcément toujours facile parce que il y a des questions de formatage, de manière de penser, de réglementation, de contrats, banalement parlant, qui font que c'est pas facile. Donc c'est le musée, de toute façon, il n'est pas adapté à l'art urbain ou à une culture urbaine. Il n'a pas été conçu pour ça, donc il y a forcément des moments où ça grippe. Et c'est là où un commissaire d'exposition classique, historien de l'art, etc., fait face lui aussi à ces problématiques, à ses limites en fait. Donc c'est là où finalement alors évidemment il y a des artistes qui sont pas faits pour, mais l'histoire si on parle de graffiti ou de choses comme ça, l'histoire nous a montré quand même qu'il y avait eu les propositions les plus excitantes et les plus enrichissantes viennent d'artistes qui se sont improvisés curateurs. Ça s'est passé en Allemagne avec Backjumps, ça s'est passé avec Todd James, Barry McGee et Stephen Powers. Enfin voilà, il y a eu des propositions qui complètement bousculaient énormément de codes, et bien sûr que comme ils sont entre eux, ils proposent vraiment un format qui est assez atypique, qui est singulier. Mais si on voulait essayer de faire rentrer ce format-là vers un musée, dans le musée, c'est toujours compliqué, mais vers le musée, c'est là où les compétences doivent se croiser en fait. Alors oui et non, peut-être oui aujourd'hui, mais il faut quand même, pardonnez-moi d'un petit retour en arrière, mais au début des années 80, personne, et dans le monde du graffiti aux États-Unis en particulier, ne s'autorisait à penser au mot art
le Moar, il est venu d'autres. C'était des regards extérieurs. C'était à New York, Stephen Hines qui monte Fashion Moda au milieu du Bronx. Pourquoi cet Allemand arrivé tout d'un coup aux États-Unis trouve un intérêt à ça? C'est parce qu'il a un œil tellement extérieur qu'il le regarde dans une problématique autre que le contexte social du prisme américain. Quand Patti Astor, actrice de la scène underground new-yorkaise, monte une galerie pour exposer Futura, Kenny Scharf, Keith Haring, etc. C'est aussi un œil extérieur qui vient poser un regard auquel eux n'ont pas pensé, etc. Toi-même, tu m'as raconté l'histoire de ce type italien qui, en 81, a eu l'idée d'exposer Fab Five Freddy et Licky None à Rome. Mais eux, ils sont tombés de leur chaise quand on leur demandait d'exposer dans une galerie à Rome. Et Freddy me racontait que sans ce voyage-là, l'histoire du hip-hop aurait sans doute été tout autre, puisque au moment où il était à Rome, il parlait au téléphone avec David Byrne des Talking Heads, qui eux étaient à Paris. Ils avaient rencontré Jean-François Bizot, patron d'Actuel, en lui racontant Freddy, les débuts de cette scène hip-hop, ce qui se passait à New York. Donc David dit à Freddy, saute dans l'avion, viens à Paris raconter ton histoire à Bizot. Et Bizot, s'il y a quelqu'un qui est instrumental dans l'histoire du hip-hop en France, c'est lui. La tournée légendaire dont on parle, c'est lui. Les premiers articles, le premier intérêt, qui par ailleurs ensuite a rayonné en Angleterre avec des journaux branchés comme The Face ou en Allemagne avec Wiener. Ce sont quand même des regards extérieurs. Les artistes au départ n'avaient pas un regard, je vais pas dire artistique. Ils avaient bien une intention artistique, mais ils n'avaient pas un objectif aussi lointain. Voilà. Après, il y a aussi une question, vous parlez d'institutions, de musées. Déjà, permets-moi de diverger sur l'idée que les musées veulent s'intéresser aux cultures urbaines. Pardon, mais non, les musées veulent surtout pas vous ouvrir la porte parce que vous êtes chiant, pour le dire simplement. Mais humainement, tu veux dire, hein, on est humainement chiant, pas artistiquement. Non, artistiquement chiant. C'est ça le problème. C'est pas humainement chiant. C'est la question. C'est ce qu'on disait. Les musées n'ont pas été conçus pour Voilà. faire rentrer la culture pop et les faire avancer vers le pop. C'est vraiment leur demander de réfléchir à quel est leur rôle aujourd'hui dans la société. Mais bon, ça c'est donc une chose. Mais leur rôle, en tout cas l'un de leurs rôles, ça a été la construction d'un discours scientifique. Parce que jusqu'ici, on parle de spectacle, on parle de carte blanche, on parle d'art, on parle de récit, de narration, de curation. Mais à la base, l'une des missions du musée, c'est la construction de la science. Et de la mémoire. Et de la mémoire. Donc du lourd, quoi. Du lourd. Bien sûr, parce que l'art, c'est léger, quoi. C'est de l'entertainment. Mais c'est vraiment cette notion-là. Et quand on donne la parole aux artistes, et c'est ce que dit à l'instant Sophie, et ce que les commissaires ici présents, on essaye de défendre, on a quelque chose à dire. C'est comment on construit, avec ces points de vue-là, quelque chose qui passe aux générations futures. Moi, en tout cas, personnellement, ce que j'attends du musée vis-à-vis d'une culture urbaine, c'est moins la monstration que la conservation. C'est cette notion de conservation qui, à titre personnel, m'intéresse. Et ça pose aussi quasiment autant de problèmes que la monstration, puisque que conserver d'une pratique dans l'espace public éphémère et qui n'est pas destinée, qui n'a pas été conçue pour être conservée. Donc, attention, parce que conserver, on peut tout conserver. Et c'est cette question de l'archive, de la conservation de l'archive qui se pose. Parce que la monstration, la présentation d'exposition est une manière de... C'est un sas, l'exposition. On montre, on digère, et ensuite on achète et on intègre. Et c'est pour ça que je te posais la question de hip-hop, ça a donné quoi pour les archives? Parce que vos archives sont effrayantes. Oui, alors pour les archives... alors déjà,
le catalogue dont Vincent Piolet a écrit, les textes, c'est déjà une forme d'archive, mais aussi les éléments qui ont été achetés par la Cité de la Musique Philharmonie, notamment sur les objets de l'exposition. Donc ils ont commencé à ouvrir à ce type d'objets. C'était la boîte à rythme, la Vox, mince, je perds le nom. Bon, le numéro Vox, Vox, je sais plus combien. Peut-être que Vincent, il s'en rappelle. La Vox, la petite, la 808, Vox 808, merci. Ouais, pardon. Vox 808, une grande master flash. Du coup, ça, le musée de la musique se les procurait dans les collections. Et celui-là, il marchait pas, celui-là? Ah, pardon. Et donc, il y a ça, et à côté de ça, on a été contacté pendant la période de fabrication de l'exposition par la BNF, qui nous a dit qu'ils aimeraient bien développer des collections sur le hip-hop, et qu'ils avaient un autre rapport au temps, parce que du coup, une fois que ça rentre chez eux, ils m'ont dit bon, nous, ce qui nous intéresse, pour l'instant, vos hairstyles, c'est bien ce que vous faites. Hairstyle, c'est la structure que je représente, et officiellement depuis 2010, avec un lieu physique à côté du 104 dans le 19e arrondissement. Et en fait, ils nous ont dit, donc la BNF, on est intéressé par ce travail-là, mais dès que ça va rentrer à la BNF, tout sera plus compliqué de les présenter, les gants blancs, la bonne température et tout ça. Et du coup, ils nous ont dit, nous, on a le temps, pour l'instant, profiter du moment, des expositions qui sont là, et gérer les objets comme vous le pouvez, auprès des collectionneurs, des artistes et des collections privées et tout ça. Pour l'instant, c'est pas référencé dans des lieux, mis à part le MUSEM et aujourd'hui pour les sports olympiques, le musée olympique de Lausanne, le musée du sport à Nice, quelques archives par-ci par-là, mais et puis pour les archives audiovisuelles, l'INA sur le côté film, enfin pas film, mais tout ce qui est passé en télé. Mais voilà, après tout le reste, il faut être. C'est en train de disparaître petit à petit dans les caves et les greniers des pratiquants. Exactement. Et c'est chez les artistes directement. Mais donc, la question de la conservation, c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu livres tes archives, Nicolas, tu livres les tiennes, Sophie, tu les livres comme ça, brutes, et c'est des archives mortes. Parce que les déposer, la conservation, c'est pas juste récupérer des objets, c'est être capable de les lire. Et la difficulté qu'a peut-être un peu moins avec de la photographie bien légendée, n'est-ce pas? Mais avec beaucoup de vos archives et de ces objets que vous avez, c'est comment les faire vivre. C'est souvent le cas, et je fais un parallèle avec les archives de l'activisme politique, les archives d'Act Up, qui ont généré une tension assez forte au sein des archives nationales à Paris. Parce que des archives d'activistes, des archives de la militance, sont des archives vivantes encore, et avec une mémoire vivante attachée à ça. Et l'une des grosses difficultés, ça a été ça, c'est intégrer ces archives. Et il y a d'ailleurs personne n'est content pour l'instant, parce que ok, elles sont conservées physiquement selon les standards de conservation, gants blancs, boîtes, cochards et tout ce qu'il faut, mais personne ne peut s'en servir parce que personne n'en a la clé. Donc ça n'a pas de sens. Et c'est bien le problème, c'est que tu réussis à sauver les objets, tu as sauvé de la casse un certain nombre de choses, mais sauver de la casse n'est pas conserver. Et pour conserver, il faut savoir, et pour savoir, il faut exposer, travailler. Oui, et puis le savoir se perd en plus, donc... Non, c'est tout l'objet qu'on a, nous, à Arcane, c'est l'inverse. On n'a pas les moyens de conserver physiquement, donc on numérise. Par contre, tout le travail, c'est l'indexation, la description, l'analyse. C'est justement tout ce contenu qui va faire l'intérêt de l'archive. Sinon, c'est des petits fétiches qui sont juste bons à illustrer une exposition, mais
ce qui est important en tout cas, si on parle de transmission, de conservation, voilà, c'est d'analyser, d'accompagner toutes ces archives de ce qu'elles ont à raconter. Bon, je vois à peu près comment travaille le MUSEM. Alors, ils ont un angle anthropologique, donc c'est un angle très très particulier, mais ils sont censés en tout cas faire ce travail d'inventaire, d'indexation et d'analyse. Et c'est pas évident quand c'est de la même chose pour qu'un curateur, c'est-à-dire que quand on a été formé à l'archive classique, celle de certains mouvements et notamment du graffiti peuvent être un peu particulières. En quel sens? Par exemple, un artiste qui refuse que sa pièce soit restaurée parce qu'il intègre le processus de dégradation dans son travail. Évidemment, l'institution là, elle est un peu désarmée face à ça. Parce que tout son travail, ça va être justement de conserver. On a vu ces discussions à l'époque d'Oxymore où il y avait des restaurateurs, qui cherchaient à retrouver les pigments d'une ancienne bombe, etc. Et puis ça, c'est propre à chaque artiste, mais il y a aussi certaines notions qui sont assez singulières et qui vont bousculer un peu l'institution dans ses façons de fonctionner classiques ou traditionnelles. Et du coup, la question de l'institutionnalisation, justement, de quelle institution on parle depuis tout à l'heure? Parce que Pauline parlait de musées, d'écomusées et du scandale au musée Hameau. Le musée des Beaux-Arts n'est pas le bon endroit. Toi, tu disais les musées n'ont pas été pensés pour intégrer les cultures populaires. Les musées de Beaux-Arts n'ont pas été pensés pour intégrer les cultures populaires. Les écomusées, les musées d'histoire, les musées d'anthropologie, oui. Justement, ils sont a posteriori. De quel musée on parle ici? Est-ce qu'on parle de musée d'ailleurs? Ou de centre d'art? Moi, je suis assez ambivalent sur la question parce que les cultures urbaines ont, pour beaucoup, une part en elles, en tout cas dans la manière dont elles sont nées. Il y a une part d'opposition au système et elles sont anti-institutionnelles en partie dans la façon dont elles ont évolué. Donc forcément à un moment on a un petit problème entre institutionnaliser une pratique anti-institutionnelle. Donc il y a des moments où ça va coincer forcément. On va pouvoir institutionnaliser une partie et après quand tu dis l'institutionnalisation, oui, qu'est-ce que ça... Toi tu me parlais d'argent public. Pour moi, une institution, c'est un lieu qui est financé par nos impôts. Voilà, donc à ce moment-là... C'est une définition simple. Ça veut dire que quand on fait faire des ateliers d'initiation, ce qu'on fait depuis le début des années 90 avec le hip-hop, où on se sert des cultures urbaines, les cultures urbaines sont au service de l'institution, et ça ne rend absolument pas service à la culture en elle-même, c'est une institutionnalisation qui nous intéresse pas. De la même manière, quand une commune fait appel à l'art urbain pour décorer sa ville et en faire un outil de marketing territorial, cette institutionnalisation, même si elle fait travailler quelques artistes, ça ne nous intéresse pas. À quel moment l'institution se met, elle, au service de la culture. Donc c'est ces points c'est ces points vas-y. qu'on cherche. Ah bah non, l'institution au service de la culture, moi ça me fait super peur. Non mais je trouve très important d'être toujours entre guillemets en contre-culture. Pour le hip-hop évidemment, c'est ce qui fait que depuis 40 ans il se porte bien alors que les autres genres, en tout cas en musique, ont périclité en général au bout d'une décennie. Rentrer dans l'institution par la grande porte, ça peut être un peu mourir aussi quand même. Ça peut pas marcher de manière globale. Non. Mais quand je parle de conservation, par exemple, là, à un moment, l'institution peut aller... Oui, mais ça peut être aussi la conservation d'autres choses. Par exemple, en ce moment, il y a une exposition à Londres qui s'appelle Beyond the Streets. J'ai trouvé super intéressant. Il y a des graffiti artistes londoniens dont je n'ai absolument pas retenu le nom, mais qui fonctionnent en groupe. Eux, ils ont choisi de se filmer en train de travailler. Ils sont toujours très clandestins. Le métro londonien est très virulent et sévère envers le graffiti. Et donc, moi, j'ai trouvé assez formidable de se dire, on va reproduire le contexte souterrain dans lequel on travaille et donner ça à voir en images.
peut-être que c'est beaucoup plus intéressant que de voir un artiste quitter le mur ou le métro de la ville pour aller faire un truc sur une toile d'1 mètre sur 2. Complètement. Et quand tu parlais de Patty Astor, etc., c'était un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est des gens extérieurs au mouvement qui ont amené des pratiquants vers une pratique artistique et donc vers une pratique qui était très normée, c'est-à-dire peinte sur des tableaux. Mais moi, je suis persuadé que on parlait de nos archives qui disparaissent et qu'on a des problèmes à les conserver parce que on est des particuliers et que c'est notre mémoire. Elles sont importantes, ces archives. Elles témoignent de beaucoup de choses dont il ne restera une oralité qui est assez fluctuante. Enfin, on sait ce que c'est que le témoignage oral en termes de véracité. Donc, c'est pour nous quand même assez important aujourd'hui de trouver un moyen de conserver certains documents et notamment leur description et la patrimonialisation m'apparaît comme une solution où là l'institution elle sert à quelque chose qui m'intéresse. Là où finalement la monstration m'intéresse moins parce que exposer quelque chose qui est déjà visible c'est discutable mais pourquoi pas. En revanche la conservation moi ça m'intéresse. C'est la réaction de Sophie me plaît beaucoup, le ouh là 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 là. Ah oui mais c'est et en plus je fais un Larsen. Waouh. Pas mal. C'est aussi une problématique c'est l'institution, c'est le lieu où nos impôts vont, mais c'est aussi nous qui la fabriquons. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous ici à l'instant. Souvent, et c'est l'une des difficultés que je rencontre avec les différents représentants des cultures urbaines, pour l'appeler comme ça, l'institution avec un grand I, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à Jacques Lang. L'institution, c'est moi aussi. C'est mes équipes qui disent que le meilleur artiste est l'artiste mort, parce que ça remue de trop, quelle que soit son origine, culture urbaine ou pas. Mais c'est quelque chose aussi qu'on a peut-être oublié. Effectivement, restez contre-culturel, parce que sinon on perd en richesse. Le pop ne devrait pas forcément devenir muséal, et les musées n'ont pas vocation à tout absorber. Mais perturber le musée, c'est une très bonne idée, mais surtout, rentrez-y. Pauline, t'es où? C'est quand que tu passes le concours de conservateur? Voilà, pas tout de suite. Mais les institutions, c'est nous. Les institutions, ça se fabrique au quotidien avec la demande qu'on a envers elles, ce qu'on y apporte, ce qu'on leur critique, ce qu'on leur demande de faire. Ton expérience avec la Philharmonie t'a fait voir aussi que les institutions, c'est cette chose figée, hyper lente, qu'il faut faire bouger, parce qu'on peut aussi nous laisser croupir dans un coin, les musées, et aller faire votre vie ailleurs. Mais du coup, il y a des outils qui sont là, qui peuvent servir, qui peuvent être détournés peut-être aussi de leur fonction première, et les laisser là pour qui? Pourquoi? Est-ce que accepter ce divorce définitif est une bonne idée? Je sais pas. Non, pas un divorce, mais ce qui est toujours intéressant dans la vie, c'est l'alternance. C'est-à-dire que moi, je trouve formidable, parce que ce sont des points centraux dans les villes, avec une aura, un retentissement qui permet au plus grand nombre de venir voir ces capitales. Après, par rapport aux artistes en général, j'ai tendance historiquement à préférer tous ceux ou tous les mouvements qui ont tardé à mettre les pieds dans le musée. Ça peut aussi bien être les impressionnistes que les surréalistes, que le hip-hop aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui rentre le dernier a peut-être toujours raison. Voilà. En tout cas, il sera resté libre le plus longtemps possible. Ouais. Celui qui rentre le dernier. Après, c'est aussi la question de pourquoi s'acharner à parler à des musées. Est-ce que les musées ne sont pas des institutions complètement obsolètes? Et les cultures urbaines le prouvent, qui sont très bien passées. Non, les chiffres de fréquentation de l'exposition, en tout cas, montrent qu'il y a un intérêt. Ça cartonne. C'est pour moi une forme d'expression complémentaire à celle d'un concert ou d'une émission. Je pense que l'exposition, non, ça a bien sa place. Moi, je crache pas sur la Philharmonie. Je trouve que c'est quand même, ça a été
un tremplin aussi pour le rayonnement que ça a et que ça a eu plutôt, et que ça donne envie et que ça comme quand des grandes marques de boissons arrivent sur le breaking et d'un coup qui rendent ça tellement cool que tout le monde veut en faire. Et j'irai pas cracher dessus non plus, dans le sens où en fait chacun à son niveau apporte sa petite pierre et font bouger les lignes. Et ça serait resté pur ghetto. Je sais pas si ça aurait pu, si on aurait pu faire des projets de cette envergure ou. Ouais, mais pardon, François, souviens-toi qu'il y a eu des moments où l'over-exposition du hip-hop l'a tué. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. On l'a vu en 1984 avec le succès de HIP HOP à la télévision. Tous les annonceurs récupéraient un bout ou un autre du hip-hop jusqu'à faire vomir les gens. Ouais. Et c'est presque il le est cas reparti aujourd'hui avec le street art sur tous les murs. Oui, donc il y a quand même toujours un danger, mais enfin une vigilance à avoir du trop. Alors, le trop du hip-hop dans les musées, on est tranquille pour l'instant. C'est pas l'institution qui en fait trop, c'est plutôt ça le va. privé. Ouais. Mais quand je vous disais les musées, l'institution, c'est peut-être une institution obsolète vraiment. Et il faut inventer autre chose pour conserver et passer cette mémoire. Est-ce que cette forme qui est née au XVIIIe siècle, qu'est le musée, c'est quand même vieux, quoi. Est-ce que c'est la bonne chaussure pour marcher? Ah oui, bah oui, c'est encore une fois, il y a une mise en lumière du musée qui est inégalable. Jamais une galerie, jamais une fondation n'aura le rayonnement qu'offre le musée. Et ça, c'est inestimable. Et en termes de conservation, en termes de archives d'une partie de notre histoire, moi, ça me paraît crucial. Encore une fois, c'est toujours l'art et la manière de faire les choses qui est à... En même temps, ces questions de visibilité, l'institution est visible, mais bien moins que n'importe quel compte TikTok. Oui, le compte TikTok va et puis il s'en va. Ça, c'est pour le coup la Moi, j'ai conservation. envie de penser ça, mais... Non, mais voilà, il y a une différence entre la communication et la conservation. Oui, bien sûr, mais je parlais de visibilité. La question de toucher le plus grand nombre, de faire arriver au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous sommes musées, nous, en tout cas le mien, essayer de toucher, on galère. Et c'est vraiment très compliqué. Oui, mais pardon, je suis pas d'accord. Je pense que tout ce qu'on voit en ligne, réseaux sociaux ou pas, glisse sur nous comme l'eau de la pluie. Non, mais réellement, c'est-à-dire que c'est noyé dans une telle surabondance d'images que c'est difficile d'en conserver une. Alors que l'arrivée au musée, déjà, elle est rare, alors que on est sur les réseaux sociaux toute la journée. Et c'est un instant qui est très tranquille, c'est un instant qui n'est pas perturbé par le monde extérieur. C'est un instant qui marque beaucoup plus profondément. On peut pas comparer l'un et l'autre. Pour moi, c'est vraiment. Je te racontais hier soir, je regardais à la piscine, le musée de Roubaix, un petit groupe d'enfants dont un regardait un tableau, mais il est resté médusé pendant 3 minutes, les yeux fixes sur le tableau. Il a pas ça avec son compte TikTok, hein. Ça, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai quand même été sensible à ça pour toucher un maximum de générations. Et dans le parcours de l'exposition à la Philharmonie, il y avait une partie un peu instagrammable, dans le sens où TikTokable, ou voilà. Oui, mais c'est autre chose, ça c'est pour aider à la promotion. Il y avait ça, il y avait le côté, ok, c'est en immersion, tu te prends en photo, tiens, t'as le métro, c'est cool et tout ça. Mais à la fois, pour jouer avec les réseaux, on a lancé un e-battle et on a fait un appel à participation de plein de danseurs dans le monde, et les finalistes, on les a retrouvés dans le 360 en battle live physique, et donc on jouait des codes des réseaux sociaux. Ok, participez, envoyez votre vidéo d'1 minute. On a reçu des vidéos des 4 coins du monde, et les meilleurs, on les a invités dans le 360 à faire le battle live. Donc je me sers des codes des réseaux aussi.
Moi, je me demande si c'est pas une question de temporalité. D'ailleurs, les deux mots le disent bien, exposition et patrimonialisation. C'est-à-dire le musée est le lieu de la patrimonialisation, c'est-à-dire c'est le lieu de la poussière où les objets dorment en attendant d'être réveillés d'un côté, où la question de la conservation est centrale, et ça, tu l'as bien dit aussi, Nicolas. Mais en même temps, il y a les expositions. Les expositions qui ne sont pas un outil qui est né au XVe siècle, c'est-à-dire les expositions commencent quand même dans les musées, on va dire l'âge des expositions c'est le XXe siècle, mais il y a eu une vraie accélération dans le nombre d'expositions depuis quoi, les années 80 si on peut dire, dis-moi si je me trompe, à un tel point que souvent les conservateurs des musées en peuvent plus des expositions parce qu'en fait tout leur travail tourne autour de la programmation d'exposition et ils n'ont pas le temps de s'occuper du reste comme ils le voudraient quoi. Et sur ça se pose et ça c'est une autre chose que tu as dit aussi, c'est la question du pop, c'est-à-dire que les musées ont été créés à une époque où la culture qui méritait d'être conservée était la culture d'une élite relativement limitée d'un point de vue numérique, et donc il y avait suffisamment de place sur le musée pour exposer tout ce qui méritait d'être exposé. Aujourd'hui, on est dans une situation où, paradoxalement, on pourrait faire une exposition sur le mobilier Ikea, on pourrait trouver un angle de vue qui mériterait de... Il y a eu Brise Unique il n'y a pas longtemps. Non, mais je suis sûr que... Et en plus, je suis sûr qu'elle était passionnante. Mais donc, pourquoi j'en arrive là? J'en arrive là pour dire que, en fait, moi, je sens vraiment, quand je parle avec j'entends le président de la Juventus, qui est l'équipe de foot que j'adore, par se préoccuper, lui, une des équipes de foot qui domine le marché du foot à l'échelle internationale, il dit le foot est en train de disparaître. Les jeunes jouent aux jeux vidéo mais regardent pas les matchs. Tu as Piqué, l'ancien joueur de Barcelone, qui a créé un nouveau championnat de foot qui est transmis en direct. Les entraîneurs sont des influenceurs de TikTok. Les joueurs de foot sont des joueurs de foot professionnels et ils ont commencé à organiser le championnat en Espagne. Ça a cartonné, ils ont rempli le stade de Barcelone comme même le Barcelone n'arrive pas à le remplir et tout ça. Et en même temps, tu vois les musées publics qui subissent de plein fouet l'arrivée sur le marché des expositions des privés. Alors ça a été d'abord les fondations, vive la défiscalisation, qui ont des moyens énormes que les musées ne peuvent pas avoir quand je parle de moyens, c'est pas pour acheter des œuvres, ça aussi, mais c'est aussi pour monter des expositions. C'est-à-dire que quand tu as un budget qui est 3 fois plus grand pour monter une exposition et communiquer sur une exposition, tu as beaucoup plus de chances de dominer, par exemple, sur le marché des expositions parisiens, la scène par rapport à des musées publics qui peuvent faire des expositions peut-être plus intéressantes, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens, à la fois pour les monter et pour communiquer sur ça. Et en même temps, tu as maintenant, avec l'arrivée du numérique, donc là, moi je suis en plein dedans parce que je prépare une exposition pour le Grand Palais Immersif, qui est une nouvelle antenne de la Réunion des musées nationaux, donc du Grand Palais, pour des expositions immersives et qui est, je crois, à l'échelle internationale, une des premières réponses publiques au développement des expositions immersives numériques. À Paris, c'est l'Atelier des Lumières, mais il y a plein de lieux comme ça, où, au fait, c'est quoi le problème de base? Au fait, c'est que la personne qui va voir les expositions à l'Atelier des Lumières, qui coûte quand même un bras, il va pas aller au cinéma, mais il va pas non plus aller au Grand Palais ou au musée Picasso ou au Centre Pompidou. Donc ça devient des concurrents. Et c'est, pour arriver à la conclusion, c'est quoi? C'est que, je prends l'exemple, comme le foot doit évoluer, non pas parce qu'il a besoin lui-même d'évoluer, mais parce qu'il doit s'évoluer, il doit au fait répondre à des modes de consommation du football qui sont en train d'évoluer. Et d'ailleurs, ce que disait Agnelli, qui est plus le président de la Juve depuis quelques semaines, il disait, en fait, nous, on ne doit pas se défendre juste contre les nouveaux modes de consommation du foot, mais on doit se défendre contre le marché du jeu vidéo. Donc, en fait, c'est le marché de l'entertainment, c'est le marché du divertissement, dans lequel le public de masse qui consomme la culture pop
bouge, et au fait c'est un public qui est hyper infidèle. Donc plus ça brille, plus les gens se déplacent, et en se déplaçant, ils font déplacer les capitaux qui font bouger tout ça. Je termine tout ça pour dire quoi? Qu'au final, la question que ce que je me pose aussi comme question aujourd'hui, c'est-à-dire ma réflexion, c'est est-ce que finalement aussi, c'est-à-dire les cultures urbaines, en tant que culture pop, peuvent pas être un outil pour les musées, pour se repenser, pour devenir des lieux d'exposition, mais ce sont du coup des expositions sur lesquelles la question de la patrimonialisation, la question du temps long, du dialogue intergénérationnel n'est plus là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une sorte d'urgence de devoir répondre à cette évolution des modes de consommation culturelle du grand public, et qui oblige aussi à dire, au fait, si on veut que le grand public s'intéresse aux cultures européennes, si on veut que le grand public comprenne que cette chose s'est passée en 82, 90, 2002 ou tout ça, peut-être il faut aussi arriver à leur proposer des expositions qui les attirent déjà, qui les fassent rêver. Je reviens à ça parce que en face on les fait rêver. Ce qui ne veut pas dire banaliser des discours, ça ne veut pas dire faire du pré-mâché, offrir du fast-food, de la fast-culture. C'est plutôt de comprendre justement quels peuvent être des codes. Je pense que voilà l'exemple que faisait tout à l'heure. Prenons un petit bout de l'histoire. Analysons par exemple comment on part de voiture. C'est un super sujet d'exposition. Comment on part de voiture dans le hip-hop? Alors là, tu auras du bling-bling, des choses, des références, des rimes, des photos, des vidéos. Avec tout ça, tu peux customiser des voitures. Donc, au fait, il y a des pistes qui permettent finalement de rester fidèle, parce que c'est aussi ça la question, de rester fidèle à cette culture, mais tout en, on va dire, créant des modes de consommation, parce qu'une exposition, c'est avant tout ça, qui puissent répondre en même temps à l'ère du temps. Parce que il y a aussi des dynamiques générales dont les directeurs de musées sont les premiers, et les directrices de musées sont les premiers à subir les coups de plein fouet, parce que en fait ils ont une machine, un hardware, un ordinateur qui n'a pas été programmé pour faire certaines choses, et en même temps aujourd'hui dans la société de l'open source, des data et tout ça, en fait on leur demande de faire autre chose, donc ils doivent hacker leur propre ordinateur pour répondre à des dynamiques différentes. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais bon, voilà, j'essaye de mettre en ordre des idées. Oui, c'est pour le mot de patrimonialisation que l'on traite souvent un peu pareil. C'est l'institutionnalisation, la patrimonialisation et l'entrée au musée. On voit souvent ces questions-là sous le même angle. C'est ce dont on parlait tout à l'heure de l'appropriation et c'est pas le bon terme, appropriation, c'est la récupération, voilà. Toi tu dis répondre à une demande. Bon, moi pour l'instant je ne vois pas trop quelle est la demande, c'est aussi une problématique. Nous ne sommes pas attendus, les musées, dans la société. On propose des choses mais on ne nous demande pas pour l'instant. Sauf à cette demande de conservation à laquelle nous pouvons essayer de répondre, si jamais on réussit à ne pas avoir trop peur de vos archives. Mais la question de la récupération se pose quand même, non? Encore et encore et encore. Est-ce que le simple fait d'utiliser ces supports que sont les musées pour parler de quelque chose qui ne leur appartient pas n'est pas une manière d'entretenir l'affection de l'utilité de ces institutions? Est-ce que ça ne bouffe pas l'énergie et ça recrache quelque chose de mort? Très positif comme point de vue. Je sais pas pourquoi je me mets à penser tout d'un coup aux amis des musées, ces gens qui font des grands dîners mondains et qui donnent un peu d'argent pour officiellement aider les musées. Est-ce qu'ils n'ont pas un poids incroyablement fort pour défendre j'allais dire d'autres valeurs. Pour certains, un académisme, pour d'autres, du contemporain très plasticien qui est un petit peu à l'art en général, ce que le LVMH est au luxe.
Je me pose les questions. C'est une question vraiment. Hein, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils n'ont pas eux aussi un poids très fort qui fait que certaines cultures ont du mal à rentrer? Ça dépend des boutiques. Dans la mienne, les amis sont à l'image de la classe moyenne éduquée locale, des anciens ingénieurs, profs, beaucoup de femmes. Ils ont pas beaucoup de sous et quand ils nous aident, ils se grattent la poche tout le temps. Et c'est des soutiens et c'est des vrais amis. Les amis américains de Versailles sont des gens qui ont beaucoup d'argent et Versailles les adore et je comprends pourquoi, parce qu'ils ont un gros chéquier. Je ne sais pas quelles sont les tractations qui vont derrière, ou les amis américains du Centre Pompidou aussi. J'imagine qu'il faut aussi, quand on parlait tout à l'heure c'est quoi une institution, il faut aussi voir Paris-Province, national-province, grand, petit musée. Quand le Covid a frappé et qu'on était tous confinés et que le président a décidé que les musées fermaient parce que ça a hébergé beaucoup trop de monde, on poussait tous des cris d'orfraie parce que, mis à part le Louvre, nous, on n'a pas 1 million de visiteurs tous les mois, quoi. Donc on était choqués parce que, en gros, la classe politique considère qu'il y a un musée en France, c'est le Louvre. Et la réalité institutionnelle n'est pas celle-là, elle est beaucoup plus complexe. Pour les amis, je pense que ça dépend tellement de la maison. Les nôtres sont des vrais potes. Et ils se laissent embarquer. J'ai toute une foule qui a commencé à toute une petite foule, ils sont 600. Ils ont commencé à s'intéresser aux cultures urbaines et la moyenne d'âge des amis est plutôt du côté de 70 ans que de 25. Donc c'est assez amusant de voir comment ils suivent ce qu'on fabrique avec grand intérêt. Pardon, j'ai hijacké le micro. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle, je pense peut-être? Oui, non? Ça gigote? Attends. Oui, il y a des questions dans la salle, je le savais. Je vais descendre avec le micro, moi aussi. C'est bon, j'ai déjà un micro, merci. Au cas où, il y aurait des questions. Merci beaucoup pour cette table ronde, ces échanges que je trouve personnellement vraiment passionnants. J'ai une petite question là, qui me vient suite à vos discussions. On voit que vous n'avez pas tous exactement le même discours sur les enjeux de patrimonialisation, de monstration, d'exposition. Et quand on réfléchit aux cultures urbaines, j'ai l'impression qu'un des fils rouges des cultures urbaines, c'est d'avoir conservé depuis plus de 40 ans un fil rouge donc de l'underground, c'est-à-dire un attachement, même pour les artistes professionnels les plus reconnus, à des pratiques contre-culturelles. Ça peut être dans la danse des entraînements libres très horizontaux, ça peut être dans le graffiti des pratiques illégales ou vandales, et ça peut être dans la musique, on va dire tout ce qui est autour du freestyle ou de l'improvisation. Et pourquoi je dis ça, c'est que en fait la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de cette underground qui en fait ne devrait jamais rentrer dans les musées. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez de ça. Et puis pour préciser ma question et pour rebondir sur ce qu'a dit Sophie, quelles seraient les dernières pratiques des cultures urbaines qui devraient rentrer dans les musées? Je sais pas très bien comment y répondre, mais ça m'évoque quand même Ramelzi. Ramelzi était un graffiti artiste fin des années 70, début 80, qui avait un univers très particulier, basé sur l'armement de chaque lettre les unes contre les autres. Et lui était regardé par ses pairs un petit peu comme, pas une anomalie, parce qu'il y avait aussi du respect, mais il était un petit peu à part. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un de ceux qui revient le plus fortement, justement parce que pendant 40 ans, il était, en dehors de l'autoroute. Voilà. Il était trop avant-gardiste sur ses contemporains. Ouais. Et donc, à ce moment-là, c'est intéressant de le voir entrer au musée. C'est-à-dire, à quel moment on rentre dans le musée? Je suis pas à l'aise avec quelque chose qui rentre trop vite au musée parce que on n'a pas laissé le temps décanter les choses. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des surréalistes ou des impressionnistes, c'est que on a bien vu que du vivant de leurs contemporains, ils en avaient rien à foutre. Les pompiers étaient 100 fois plus grisants.
moi, je me raccroche toujours à cette histoire-là aujourd'hui en me disant, quand je vais voir un plasticien qui a 22 ans et qui coûte aussi cher que Calder aujourd'hui, j'ai besoin de me calmer en me disant, oui, mais sur la durée, on va en trouver d'autres qui sont pas du tout muséaux aujourd'hui et qui auront l'avantage d'avoir car c'est un avantage d'être en dehors de l'autoroute, de pouvoir cheminer lentement avec des cursives et des choses beaucoup plus distancées d'un appétit général. Moi, j'ai très peur de l'appétit général. C'est le dénominateur commun le plus bas qui l'emporte toujours. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu, mais pour moi, c'est vraiment la question du temps. Non, mais c'est vrai que c'est certainement une chance que Ramelzi ne soit pas rentré trop tôt parce que ça lui a permis de proposer un travail mature, d'être resté dans la création sans avoir été perturbé par tout ce que peut amener le musée. Après, Ramelzi, il a quand même une pratique qui était destinée à, il était artiste. Il était on parle rarement de Ramelzi pour ses travaux dans la rue ou sur les métros. D'ailleurs, les images, on les cherche encore. Donc, il avait développé un travail de sculpture, de performance, de tableau qui rentrait dans les codes du musée. Donc, c'est une excellente chose qu'il y soit rentré finalement. Il n'échappe pas au cliché qu'il y soit rentré après sa mort, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mais en ce qui concerne une pratique sauvage, tu parlais d'horizontalité dans la danse ou c'est ce que je disais, ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire une pratique anti-institutionnelle qui n'a pas à être institutionnalisée, sauf à prendre un chausse-pied et puis à s'y casser les dents. Donc en effet, et c'est là où tu as poussé aussi un cri presque d'épouvante sur il y a toute une pratique qu'on doit laisser dans son écosystème, dans sa liberté. Oui, mais pratique, pour l'intérêt premier de l'artiste, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est extrêmement compliqué à 20 ans d'être adulé par les foules. On a parlé, non, mais c'est vrai, on a parlé régulièrement du fameux 27 ans, âge où il est préférable de disparaître quand la carrière a été trop fulgurante. C'est un poids énorme et c'est très, je pense, pénalisant artistiquement parce que si tu arrives tout de suite en haut de la montagne, tu vas où après? C'est compliqué quand même. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc, moi, que j'arrive pas à résoudre, un paradoxe dans ce que vous avez dit tous les deux, Nicolas et Sophie. C'est-à-dire que, Nicolas, tu dis, une œuvre qui s'expose dans la rue, on n'a pas besoin d'exposer dans un musée. Et Sophie disait, cette exposition à Londres où on voit une vidéo de graffeurs qui sont cagoulés, capuchés, je sais pas comment ils sont anonymisés, mais eux, on les voit en train de faire des pratiques illégales. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va montrer dans le musée? Qu'est-ce qu'il faudrait montrer selon vous? Est-ce qu'il faut montrer la pratique en train de se faire, mais pas l'œuvre qui est faite sur le train, ou les deux? Oui, il y a un truc... C'est là où le regard de l'artiste peut être intéressant, c'est-à-dire que qu'est-ce que lui il a envie de montrer. Il y a beaucoup d'artistes qui défendent que on a souvent réduit. Alors là, si on parle de graffiti ou d'art urbain, cette forme de l'art au résultat plastique qui était le dernier témoin de cette pratique, alors que tout l'intérêt était dans la gestation, la performance, le contexte, etc. Et bon là, ce qui paraissait être intéressant dans la vidéo que tu parles à Londres, c'est d'avoir d'être témoin du contexte et du contexte de création. Oui, pour des artistes qui ne peignent que sur des trains à l'ancienne, de toute façon, on peut difficilement découper au chalumeau un train. Donc c'était ça ou rien. Ça n'a pas de sens. Mais après, c'est vrai, et ça c'est personnel, moi je suis toujours un peu dérangée de voir du graffiti sur une toile, dans un musée au mur blanc, etc. Mais peut-être parce que j'ai été formée à le voir avec beaucoup d'autres choses autour, avec beaucoup de bruit autour, avec une petite plante qui pousse sur le mur, avec un autre qui a écrit ça le con, avec il y a tout un contexte qui vient avec, qui me manque un peu dans le musée, mais c'est très personnel, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment, je suis beaucoup plus attachée à quel moment on rentre dans le musée. Et puis quand tu parlais
d'observateurs extérieurs qui ont amené des graffeurs vers une pratique d'atelier. Dans un premier temps, c'était UGA, NOGA et toutes ces expériences-là. Les résultats étaient pas très heureux au départ. Hein. C'était un peu poussif, c'était voilà. Alors avec un peu de maturité, les générations suivantes ont, pour certains, apporté. Il y en a, c'est toujours aussi moche sur toile. Hein. Ouais, complètement. Et c'est là où d'ailleurs il y a c'est là où il y a des artistes urbains qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'installation qu'avec la peinture. Le marché a voulu faire des graffeurs, des peintres. Or, voilà, il y en a pour qui c'est la performance, il y en a d'autres pour qui c'est la sculpture, pour qui c'est l'installation. Et c'est là où les formats, voilà, ne sont pas forcément les bons vis-à-vis des artistes. Et le musée n'a pas forcément la forme qui convient à ce qu'elle veut montrer. Mais il y a encore aussi plein de moyens d'inventer des choses, de faire des choses in situ dans le musée, de cet art toujours très vivant. Vive l'imagination, il y a plein à inventer. Je pense que les artistes apportent beaucoup de réponses eux-mêmes. Voilà, on sait par exemple l'exposition Viral Vandal, c'est comment les artistes a apporté beaucoup de réponses sur justement les nouvelles technologies, sur comment Instagram n'était pas seulement un outil de communication, mais pouvait être un outil de création. Voilà, la vidéo devient aussi pas seulement n'est pas seulement un objet documentaire, mais peut aussi amener l'artiste vers d'autres formes de création. Et mais c'est ça, je pense que pour répondre à la question voilà d'origine, c'est-à-dire il n'y a pas une bonne manière. En fait, c'est que chaque artiste a sa manière de se relationner à ce qu'il fait dans la rue et à ce qu'il peut faire dans le musée. Et le même artiste ou la même artiste peuvent changer d'idée en fonction des projets ou au cours de la carrière et de l'évolution de leur manière de vivre leur art ou ce qu'ils font. Donc c'est compliqué de travailler sur des formules fixes et il faut plutôt, je pense, rester à l'écoute, s'adapter et puis articuler avec ce qui est possible. Je pense qu'il y a, je parlais tout à l'heure là de Chins, qui est un graffeur allemand, et qui est mythique à sa manière, et sur lequel il y a quasiment rien, ou presque, de documentation qui... Si, il a sorti un livre accompagné d'un DVD qui est une œuvre en soi et qui est super intéressante, mais où voilà, il ne dévoile pas son histoire, et c'est vraiment une expérimentation. Oui, tout à fait. Et mais si quelqu'un, on va dire ignorant, veut se documenter sur le travail, sur son travail, c'est voilà, c'est voie sans issue. Et encore récemment, des amis qui avaient les moyens lui ont dit: mais écoute, on te paye le bouquin, on fait tout, donne-nous juste l'OK go. De toute manière, tout est fan, on a déjà tout le matériel et tout ça. Et il a dit: ok, mais vous attendez que je sois mort. Et c'est là où, au fait, arrivé à un certain moment, tu dis, bon, ok, c'est son point de vue, on est dans des contre-cultures, donc tu n'as pas affaire seulement avec des artistes qui sont dans des stratégies de carrière, qui veulent faire et tout ça. Il y a des gens qui s'en sont sortis autrement ou qui veulent pas s'en sortir de toute manière, de cette manière. Et il faut arriver à faire avec. Je pense le cas de Refs aussi à New York, qui, bon, quand il a arrêté, quand on l'a arrêté, et donc il pouvait plus peindre de graffiti dans la rue, il allait écrire son journal intime dans les tunnels. Et là, il a fait sortir un livre. Et tu te dis, bon, la demande était, voilà, infinie. Et il a dit, bon, écoutez, moi, je vais commencer à imprimer le livre. Je vais l'imprimer tant qu'il y a de la demande. Faites la queue à New York. On fait pas de shipping. Mais j'habite pas aux États-Unis. Ah, c'est pas mon problème. Moi, je continue d'imprimer tant qu'il y a de la demande. Et donc, tout le monde en train d'appeler pour essayer de trouver quelqu'un qui pouvait aller faire la queue, parce qu'en plus, ils vendaient qu'un livre par personne. Donc, il fallait demander à quelqu'un qui voulait aller acheter le livre, de lui dire, écoute, je paye un de tes amis pour qu'il t'accompagne et il récupère ma copie. C'est complètement illogique, si on y pense, par rapport aux règles du marché et tout le reste. Mais c'était sa manière de vouloir cracher le morceau. Et donc, il faut faire avec aussi. Donc, que tu aimes ou pas, il faut faire avec. Donc, et c'est ça aussi qui est beau, je pense. C'est un peu la pluralité, voilà, qui permet aussi que chacun aussi doit être respecté pour
Donc il y a les cultures urbaines en général, et après il y a la manière que chacun a d'avoir contribué à ce à ce gros nuage, quoi. Moi, j'avais une petite question, enfin, ou plutôt remarque. Est-ce que, justement, pour toute cette réflexion sur l'institutionnalisation, la légitimation, etc., le centre de recherche, enfin, ou les programmes de recherche qui peuvent être développés ne sont pas indispensables? On parlait d'Arcane ou de la question du document et de l'archive. Alors, dans ce cas, est-ce que ça pourrait pas être un intermédiaire parfois pour laisser ensuite autant la possibilité ou pas, voilà, de voir qui rentre au musée ou pas, est-ce que c'était la bonne institution ou pas. Non, en fait, aux États-Unis, ils développent des programmes de recherche justement, mais ambitieux, qui sont financés par des gros musées qui ont beaucoup d'argent, qui en plus sont fondés, voilà, par souvent des médias du pétrole et autres personnes ensuite dont il faut assumer l'héritage, mais en même temps, ils ont le mérite de financer des recherches assez ambitieuses qui peut-être pourront donner lieu un jour à des formes d'exposition ou d'autres choses. Et donc je me demandais en France ce qui existait déjà sur ce plan-là. En ce qui concerne Arcane, nous on est en fonds de dotation, donc finalement on a essayé de trouver un mode de financement mixte, c'est-à-dire qu'on a des mécènes privés et on travaille avec des structures, ce qu'on appelle des structures porteuses, c'est-à-dire des associations qui elles ont le droit de recevoir des subventions et qui travaillent avec nous pour produire ces archives, en tout cas ces descriptions d'archives. Donc voilà, on a essayé de trouver un financement mixte parce que c'est assez nouveau pour l'institution de se pencher sur la conservation de ce genre de pratiques et donc ça ne suffirait pas. Et puis le mécénat privé implique certaines problématiques que t'as évoquées. Après, est-ce que dans le privé il y a de l'argent propre? Je sais pas si ça existe. Mais bon, voilà. Sinon, il y a d'autres exemples à l'échelle internationale aussi. Je crois qu'en Allemagne, l'université de Karlsruhe, si mes souvenirs sont bons, a eu des fonds publics assez conséquents pour travailler sur les archives policières du graffiti. Mais donc là, on était dans un cas complètement différent parce que, alors, ils ont publié quasiment tout en allemand, donc ne lisant pas l'allemand, je ne sais pas quelle est la valeur des contenus, mais des amis allemands m'ont dit que c'est quand même pas mal. Mais voilà, je peux pas. Mais là, c'était un cas qui est, je dirais, presque à l'opposé par rapport à Arcane, parce que on parle d'archives déjà policières, donc d'une typologie d'archives différente par rapport où il y a le lien entre l'auteur et la photo est perdu dès le clic de l'appareil photo, parce que c'est un policier ou un employé des services de nettoyage, qui ont documenté l'acte de peindre les trains. Donc il y a ça. Aux Pays-Bas, il y a la Dutch Graffiti Library qui est plus similaire à Arcane, mais qui ne numérise pas et travaille plutôt sur une question d'archivage. Donc ils ont créé, alors ils appellent là une fondation, mais en fait c'est une association selon le droit français. Et au fait, eux, ils reçoivent des donations de fonds d'archives, de sketchs, de vinyles, de vestes jeans graffées derrière. Et là, ils viennent de récupérer un lieu, donc ils commencent à travailler sur un musée qui est fondé sur une association qui reçoit des archives, Est-ce qu'ils ont la question de la conservation, elle est assez précaire du coup, parce que si c'est une initiative privée, dès lors qu'ils ont plus de fonds pour fonctionner, tout est remis en cause. Oui et non, parce que c'est un peu comme la fédération, c'est-à-dire que c'est privé parce que c'est pas l'État, mais en même temps c'est accompagné par l'État et c'est géré en direct par des représentants de la scène qui, je crois, à ce stade, commencent à être accompagnés
par des professionnels de conservation qui les accompagnent pour choisir les techniques de... Voilà, là, ils sont en train de créer le lieu, donc ils ont des questions, je crois, de température, voilà, hydrométrie, choix, voilà, marché public, comment tu... quel est le type je sais pas, d'armoire que tu achètes, voilà, des choses très simples en soi, mais pour lesquelles des gens qui n'ont pas fait un parcours d'études, voilà, de conservation, archiviste, tout ça, en fait, tu es complètement perdu. Donc, tu as besoin d'être accompagné, comme je pense toi aussi. Tu t'es confronté avec pas mal de professionnels des musées français avant même de commencer. Voilà. Ouais, et puis même dans le projet au jour le jour, il y a des professionnels de l'archivage institutionnel, mais nous, c'est vrai que notre problématique, c'est aussi la pérennité de ce travail. On est un fonds de notation, c'est une structure privée, c'est-à-dire que le jour où il n'y a plus d'argent, il reste plus rien, ça disparaît. Donc tout notre travail aujourd'hui, c'est de travailler avec le ministère de la Culture pour développer une structure publique-privée et faire changer le statut juridique de nos archives, qu'elles passent du privé au public et qu'elles soient ainsi sauvées, patrimonialisées. C'est une spécificité de la loi française. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, en Allemagne ou quoi, mais nous, en France, il y a cette spécificité-là, et c'est là où l'institution répond à une problématique, c'est-à-dire la sauvegarde, la conservation de nos archives. Mais du coup, c'est pour les rendre publics aussi, hein, c'est ça, hein. C'est Oui. pour les rendre publics. Oui. Parce que nous, on a aussi ce sujet-là sur Airstyle et notamment sur l'Urban Film Festival. Donc, on a archivé depuis longtemps des documents audiovisuels et on n'a pas toujours la possibilité de les rendre publics. Donc, comment on archive sans pouvoir les rendre publics? Ça c'est faisable quand par exemple tu visites les archives d'un musée, ils ont les archives de tel artiste, ils ont défini avec le producteur d'archives, les ayants droit, les successeurs de l'artiste, ce qui devait rester dans le cadre privé ou public. Après, il y a une loi qui fait qu'à partir de un certain nombre d'années après la mort de l'artiste, ça tombe dans le domaine public. 70 ans. 70 ans. Mais en amont, tu peux tout à fait patrimonialiser une archive sans qu'elle soit rendue publique. Ça va être compliqué de conserver 100% tu vois, les subventions ne vont pas suivre, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une notion de transmission, de communication. Mais il est tout à fait possible de conserver. Les musées le font, quoi. Et elles ont des archives dont il est contractualisé qu'elle doit rester, qu'elle doit pas être accessible au public. Merci pour le tuyau.